J'aimerais revenir sur deux catégories d'aliments qui ne sont pas trop, on va dire, considérés, ou justement qui pourraient être déconsidérés dans une alimentation dite physiologique, ou une alimentation hygiéniste stricte, ou comme on pourrait l'appeler, une alimentation entre guillemets humaine et naturelle. Donc, bon, savoir que déjà au niveau hygiénisme, beaucoup de choses ont été dupliquées, et la plupart du temps à raison, sur Herbert Shelton, donc qui avait théorisé l'hygiénisme, et que sortir des écrits de Shelton, c'était être banni de l'hygiénisme. Donc, certains prenaient des fois des latitudes, avec des expériences plus ou moins heureuses après dans les échanges qu'ils pouvaient avoir avec leurs confrères. Et donc les catégories d'aliments dont je vais parler, les plantes et les algues, sont généralement mises de côté, voire déconsidérées. Mais c'est une réflexion qu'on peut avoir. Moi, j'aime à réfléchir sur ces deux catégories d'aliments qui font grand débat, parce qu'on dit bah non, c'est pas naturel, c'est pas physiologique, etc. C'est essentiellement les fruits, les légumes, les noix, voilà, racineux, éventuellement un peu de produits animaux, type œufs notamment. Puis après, bon, ça varie. L'hygiénisme a évolué, il faut le dire. Au départ, dans l'hygiénisme, il y avait les produits laitiers, c'était même le lait de vache caillé, c'était assez... ou les yogourts qui pouvaient être recommandés dans les années 60-70. Il y avait ça, puis avec le temps, ça a évolué, et puis aujourd'hui en hygiénisme, il n'y a plus de produits laitiers, et surtout pas lait de vache. Donc je ne vois pas l'hygiénisme comme quelque chose de monolithique, mais qui doit suivre l'évolution de la société. Et la théorie des années 60 n'est pas obligée d'être répliquée 50-60 ans après, puisque les individus ont changé, leur métabolisme a varié, s'est adapté, généralement par un nivellement vers le bas. Les conditions de vie ont changé, et puis surtout les connaissances physiologiques qu'on a acquises ont évolué. Je vais commencer à parler des algues. Alors, les algues, moi je suis dès le départ, dès le début de ma transition alimentaire, début 2010, j'ai été intrigué par les algues. Je trouvais ça tout à fait anodin. Je constatais que c'était traité de manière trop anodine, alors que c'était vraiment très bon. Alors, n'étant pas d'une origine proche d'un littoral, c'était compliqué d'en avoir. Bon, la plupart des magasins bio, des enseignes ont référencé des algues fraîches, donc j'aurais à faire des tartares, des choses comme ça. Mais j'ai toujours été surpris que dans le milieu de la bio, en général, et surtout des végétariens, on va dire que l'alimentation, je ne la trouve pas terrible, telle qu'elle est pratiquée naturellement, n'aille pas vers les algues tant c'est riche en éléments nutritifs. Et donc, à chaque fois que j'en parle, des algues, parce que j'en parle à chaque fois que j'en ai l'occasion, et j'en fais manger à chaque fois que j'ai l'occasion d'en faire goûter à quelqu'un, on me dit oui, mais c'est pas naturel, les algues. Parce que voilà, le contexte de l'homme, il n'est pas... l'homme, c'est un individu terrien qui évolue sur Terre, donc il ne doit pas aller vers les produits qui sont dans la mer. Voilà, c'est toutes ces considérations-là que je trouve très mentales. Mais moi, quand je regarde les algues, je me dis c'est pas plus incongru que de creuser la terre pour en extraire une racine, par exemple. Si je me balade le long d'une côte, en Bretagne, et que je vois des algues près des rochers ou à mes pieds, ça me semble pas plus compliqué de les prendre, de les dessaler et de les consommer, par rapport à une carotte où je devrais creuser la terre, frotter la terre qui l'entoure et de la manger. Même chose pour n'importe laquelle des racines. Ou alors ça me semble pas plus incongru que de descendre sur un rocher, prendre des algues, que de monter à un arbre pour cueillir un fruit rare. Voilà, je ne vois pas de limite à ça. Je ne vois pas de limite physique à dire que l'homme n'est pas fait pour manger des algues. Pourquoi ? Quel serait l'intérêt de manger des algues ?
eh ben, on va trouver des choses qui sont assez incroyables dedans, notamment il y a tous les minéraux du corps humain qui sont présents dans les algues. Donc il y en a plus de 80, avec une grande concentration de minéraux alcalins, donc sodium, calcium, potassium, magnésium. Beaucoup de cellulose, donc de très bonnes fibres pour réguler le transit. Énormément de vitamines, des acides aminés complets et faciles à assimiler, un peu d'acides gras. Vraiment, c'est un aliment fascinant, extrêmement riche. D'ailleurs, on le sent, la fraîcheur que ça amène en bouche, c'est la vitalité que ça apporte. Et d'un point de vue biologique, qu'on le veuille ou non, on est d'essence marine. Donc pour moi, ça nous reconnecte à nos origines, ce goût salé. Et puis si on a une approche plus, allez, je dirais, dans la lignée de l'énergétique de la médecine traditionnelle chinoise, le sel, sodium, c'est vraiment le nutriment, l'ingrédient premier de la batterie des reins. Alors batterie des reins, c'est l'énergie vitale, mais également sur la sphère des reins en médecine chinoise, c'est évidemment les glandes surrénales et les reins eux-mêmes. Et donc ça les dynamise, ça les vitalise pour les mécanismes voilà, glandulaires qui sont attachés, les équilibres minéraux. Enfin, nous avons besoin d'électrolytes et la forme sous laquelle ils se trouvent dans les algues est parfaitement adaptée à nos besoins. Et par des jeux de transmutation, équilibre parfaitement les besoins de l'organisme. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait un a priori intellectuel, idéologique, au fait de ne pas faire consommer plus d'algues aux gens qui pourraient être amenés à être conseillés par des hygiénistes. Pour moi, ça fait partie intégrante de l'alimentation humaine. J'y reviens souvent quand je fais des conférences sur le végétarisme. Là où on consomme des céréales et des légumineuses, qui sont pour moi plutôt néfastes, on aurait tout avantage à y mettre des algues, avec tous les bienfaits qu'on pourrait y mettre derrière. C'est vraiment fondamental. Là où le végétarisme traditionnel réside à recommander céréales légumineuses, produits laitiers, œufs, et voire même souvent du sétan pour les protéines, et du soja. Donc ces aliments-là, le sétan c'est du gluten pur, donc évidemment c'est acheté à la poubelle. Les produits laitiers, la facilité ça va être du fromage de lait de vache pasteurisé, donc ça aussi je pense qu'on peut garnir sa poubelle avec. Si on ne garnit pas sa poubelle, on gardera sa poubelle interne. Le soja avec tout ce qui est acide phytique et perturbateurs hormonaux par phytoestrogènes, ce n'est pas quelque chose de terrible s'il n'est pas fermenté. Les céréales sont hyper acidifiantes, déminéralisantes par acide phytique, et les légumineuses y tout. Donc en fait, c'est une alimentation végétarienne classique. Elle n'est pas tellement équilibrée. En revanche, si on vient consommer un maximum de fruits, de légumes frais, d'algues, d'oléagineux, de graines germées, là oui, on est vraiment sur un régime alimentaire qui tient la route, et on peut même s'octroyer le plaisir de temps en temps de prendre des fromages de brebis et de chèvre, mais crus à chaque fois, sans avoir un effet extrêmement négatif. Donc pour moi, et puis donc je reviendrai sur ce qu'on pourrait mettre d'autre, les jeunes pousses, etc. Mais, ce qui va constituer le deuxième volet de la causerie. Mais de mon point de vue, les algues sont trop négligées, encore une fois par idéologie, et trop restreintes à des bassins géographiques où on a l'habitude d'en consommer, voilà, le long des littorales. Or, il y a des parties continentales où on gagnerait, aujourd'hui avec la facilité d'approvisionnement, à avoir plus d'algues dans son alimentation. Ça se conserve des mois au réfrigérateur parce que c'est conservé dans le sel, les algues, donc c'est très simple à utiliser. Il y a des quantités de recettes facilement trouvables, et quand on se promène, on peut en plus avoir des algues gratuites. Donc je ne vois pas de raison d'exclure ces aliments d'une alimentation juste par principe idéologique, ou en disant non, l'homme n'a rien à faire les pieds dans l'eau. Bien sûr que si l'homme a à faire les pieds dans l'eau, l'homme a à faire partout
Il sait faire de l'apnée, il sait se baisser, il sait grimper aux arbres, il sait aller sous l'eau. Il a des mécanismes de protection et d'adaptation pour ça. C'est le mécanisme du blood shift, notamment, au niveau pulmonaire pour l'apnée. Donc il est fait pour ça. Et physiologiquement, il peut aller dans l'eau, et je dirais sous l'eau, même très profond. Et pour m'intéresser à l'apnée et à la pratiquer, on voit que le corps est adapté de manière incroyable. Donc non, il n'est pas qu'un bipède terrestre. Il peut aller à moins, aujourd'hui je crois que les records en apnée, sans matériel, sans palme, c'est moins 50 mètres sous l'eau, moins 60 mètres, quelque chose comme ça. Donc sans support, sans aide extérieure. Et puis il peut aller à 8000 mètres sans oxygène dans l'Himalaya. Il peut grimper aux arbres, il peut ramper, il peut creuser avec ses mains, il peut faire plein de choses. Donc ne cherchons pas à essayer de séparer les choses par le prisme de notre idéologie personnelle, mais plutôt essayer d'accepter le potentiel humain puis de l'exploiter au maximum, surtout à une époque où la carence et la raréfaction des aliments riches en nutriments prédomine. Ça, c'était pour le premier aliment, les algues. Deuxième aliment, les plantes sauvages. Alors, les plantes sauvages, là aussi, en hygiénisme, on ne les met pas. Mais je trouve ça tout à fait incongru, puisque l'hygiénisme essaye de remettre l'individu au centre de la nature. Or, si on devait vivre dans un contexte naturel, eh bien, on mangerait des plantes sauvages, parce que c'est à disposition. Et il ne faut pas oublier que les légumes qu'on plante et qu'on cultive de manière domestique sont des plantes sauvages dont on a récolté des graines, qu'on a hybridées siècle après siècle pour en arriver aux aliments qu'on consomme aujourd'hui, qui sont pauvres. Pourquoi consommer des plantes sauvages? Quel en serait l'intérêt? Simplement parce que c'est présent dans notre vie, qu'instinctivement on peut être porté à consommer des plantes. Pour rappel, les 3/4 des plantes domestiques que nous avons dans nos intérieurs sont non comestibles, et plus de 80% des plantes qu'on va trouver dans la nature sont comestibles. Donc on a inversé les choses. C'est qu'on s'entoure de choses qu'on ne peut pas manger, là où la nature nous offre quasiment que des choses qu'on peut consommer. Il y a très peu de plantes non comestibles. Quand je dis 80%, je crois que François Coupland, lui, il monte à plus de 90%. Donc en fait, il ne faut pas connaître quelles plantes on peut manger, c'est surtout quelles plantes on ne peut pas manger quand on apprend les plantes. C'est plutôt ça qui est intéressant dans la démarche. Et donc on dépense des sommes folles pour acheter des légumes qui n'ont pas été cueillis à maturité, qui ont été hybridés, poussés sur des sols peu riches, qu'on va stocker, et voilà. Alors que dans la nature, il y a des choses qui sont gratuites, qui ont poussé sur des biotopes extrêmement riches à cause de l'humus, non modifiés par la main de l'homme, et qu'on peut consommer de manière très fraîche, surtout à la belle saison, entre le printemps et l'automne. Donc ça fait 6 mois dans l'année où on peut agrémenter nos salades. Mais si je parle de salade, au départ, est-ce que vous voyez une salade poussée sauvagement dans la nature? Est-ce que ça vous viendra à l'idée de manger? Évidemment que non, c'est juste quelque chose qu'on a domestiqué. Si vous voyez de la roquette, si vous voyez des pousses comme ça, c'est très sauvage. Voilà, donc c'est un goût très... Il y a de l'amertume dedans. On est appelé aussi par cette amertume, même par standardisation des goûts, je dirais même par appauvrissement des sens, on exclut les plantes sauvages. Et puis surtout, c'est quelque chose qui vient du supermarché, même s'il est contaminé de pesticides, est beaucoup plus fiable que les plantes sauvages. Mais moi, je ne fais pas de distinguo entre plantes sauvages et plantes qu'on va mettre dans son jardin. Alors après, on va dire, oui, mais les plantes sauvages ont des principes actifs, donc ce sont des plantes médicinales. Et on ne prend pas de plantes médicinales. Mais en fait, il n'y a pas de distinguo pour moi à faire avec les plantes médicinales, de la même façon que les animaux mangent toutes les plantes, et des fois se font des cures de plantes, mais parce que justement, elles ont des principes actifs forts. Regardez les ânes qui mangent le chardon, rarement des problèmes de foie. Ou alors, vous allez voir les moutons qui mangent du bol d'eau et qui n'auront pas non plus de problème de foie. C'est assez intéressant à observer la nature, et quand on observe la nature et les animaux vivant dans un contexte naturel et non domestiqués, et même s'ils ont été domestiqués, ils sont attirés naturellement par ça. Et nous-mêmes sommes attirés par ça. Pourquoi les exclure de notre alimentation?
simplement parce qu'ils ont des principes actifs trop forts et qu'on les considère donc comme médicinales. Et c'est franchement dommage. Il n'y a pas à les considérer comme médicinales du tout, il y a à les considérer pour ce qu'elles sont. Et si instinctivement on est porté à les consommer, si on a fait des réserves d'oléagineux, il y a beaucoup d'oléagineux l'hiver, de manière naturelle, et qu'on a beaucoup consommé ça, c'est acidifiant, oui, mais c'est pas grave parce que l'air en hiver est alcalin. Donc si on vit majoritairement dehors, on tamponne cette acidité-là avec l'air alcalin qui va rentrer dans les poumons et qui va irriguer nos cellules via l'oxygène. Et donc, je digère beaucoup de graisse, je fatigue un petit peu ma vésicule et mon foie. Arrive le printemps, il y a des choses qui poussent. Et ben, je vais prendre du pissenlit, je vais prendre des plantes amères et qui vont drainer mon foie. Et c'est naturel. C'est naturel d'évoluer dans la nature et de prendre ce qui pousse et de le prendre au moment où ça pousse. Et quand ça pousse plus, je n'en prends plus. Vivre en harmonie avec la nature, ce qui est pour moi l'hygiénisme, le fondement de l'hygiénisme, c'est ça, c'est de se remettre à la nature. Si on dit que jeûner, c'est naturel, oui, eh bien, prendre les plantes qui poussent sur le sol à proximité du lieu où on vit, c'est tout aussi naturel. Ce qui n'est pas naturel, par contre, c'est de retourner une terre artificiellement, de l'arroser, d'essayer de mettre des graines qui ont été hybridées et d'essayer de tenter de faire pousser. Pour moi, c'est plus naturel de consommer des plantes, si médicinales soient-elles, que de consommer des légumes. Alors évidemment, le but, c'est pas de dire qu'il faut manger que des plantes sauvages, c'est de dire pourquoi bannir ce qui devrait être béni, plutôt. C'est-à-dire quelque chose qui est gratuit, offert par la nature, et qui est une richesse incroyable. Donc les considérations de dire oui, mais il y a tel principe actif qui va stimuler trop les reins, qui va stimuler trop le pancréas, qui va stimuler trop le foie, qui va être trop expectorant pour les poumons, je dirais bah, tant mieux, ça montre que ce sont des éléments riches et qui nous maintiennent en bonne santé. Et peut-être que ça nous évitera de faire des diètes, des monodiètes, voire des jeûnes derrière, simplement en vivant harmonieusement avec tout ce qui est proposé. On restreint de plus en plus notre alimentation, qui devient de plus en plus pauvre en nutriments. Pourquoi pas, au contraire, chercher à l'étendre sur des choses qui sont naturelles, abondantes, comme les algues et les plantes sauvages, qui vont aussi nous permettre d'élargir notre palette sensorielle pour aller vers plus déjà de plaisir, plus d'association et plus d'équilibre au niveau nutritionnel, là où la pathologie réside tout le temps dans la disharmonie.